le modèle de l'Union européenne est-il viable? Je crois que la réalité s'impose, il n'est pas viable. C'est bien évident. Nous sommes la seule région dans l'économie globale qui a beaucoup de peine à se remettre d'une crise qui nous a frappés tous. Mais nous sommes les seuls qui restons en arrière. J'ajouterais que dans cette Europe, il n'y a pas vraiment de gagnants et de perdants. Tout le monde est en train de perdre. Les pays qui se sentaient très forts, nos frères européens qui voulaient prendre le Parthénon grec en gage de leurs créances, par exemple, je me réfère ici aux amis finlandais, se trouvent en ce moment dans une très mauvaise situation aussi. La France elle-même, qui a respecté certains paramètres essentiels de l'Union, n'est pas trop mise à bien. Il faut penser que, par exemple, si vous regardez certaines variables qui sont cruciales, telles que le solde de la balance des paiements, en France, il continue de gringoler, comme l'a fait le solde de la balance des paiements italienne, jusqu'au moment où on a commencé avec l'austérité. L'austérité nous a tués. C'est clair que si on pouvait bombarder un pays entièrement, y jeter 3 ou 4 bombes atomiques, après, le solde de sa balance des paiements serait à l'équilibre. Ce pays n'importerait plus rien et n'exporterait plus rien. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a fait avec nous. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. J'ai beaucoup apprécié dans le mot de Philippe, hein, je ne veux pas faire semblant de ne pas te connaître. J'ai beaucoup apprécié dans le mot de Philippe le rappel à la nature économique et donc sociale de la science économique. Moi, je me méfie énormément de mes collègues qui, pour acquérir une autorité, essayent de transformer l'économie dans une science naturelle. Ce qui sert à cacher leurs intentions politiques. Et les intentions politiques, il faut l'éclairer par contre, lorsqu'on prend des choix au nom d'une collectivité, que ce soit locale, nationale, supranationale. La faillite de l'Europe était annoncée. Il suffit de se rappeler ce que disaient 2 économistes très éminents, dont un, malheureusement, est mort, nous a quittés, qui est Rüdiger Dornbusch, et un autre est encore vivant et a eu un prix Nobel, qui est Paul Krugman. Entre 1996 et 1997, d'abord, Dornbusch disait que le problème principal de l'union monétaire aurait été celui de transférer l'ajustement au choc macroéconomique du marché de la devise, donc du taux d'échange, au marché du travail. Tout de suite après, Paul Krugman nous disait que le danger qu'on courait était celui de s'enliser dans la déflation et que, avant que les banquiers centrales ne s'en aperçoivent, ce sera trop tard. Donc c'est une citation que je répète toujours, on peut très facilement retrouver dans nos réseaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Regardez autour de vous. Alors, tout le monde s'étonne qu'on est en déflation et il s'en inquiète. Pendant 20 ans, on s'est inquiété du fait qu'on avait l'inflation. Donc, en principe, la déflation serait un bien si l'inflation est un mal. Mais non, il n'en est rien. Maintenant, le mal, c'est la déflation. Alors, si on a construit un système pour nous protéger de l'inflation, maintenant qu'on est en déflation, d'abord, il faut le changer. Ça, c'est clair. Pourquoi c'est logique qu'on soit en déflation? Et c'est Mme Negroponte l'a rappelé, parce que dans le système dans lequel nous sommes, si un pays se trouve en difficulté dans ce compte avec étranger, c'est-à-dire qu'il importe plus qu'il n'exporte, pour quelle raison que ce soit, nous ne pouvons pas ajuster le niveau du taux d'échange, il est forcé d'ajuster le niveau des salaires. Et cet ajustement est toujours asymétrique. C'est-à-dire, ce ne sera pas les pays qui a un surplus, qui est un créancier, qui va augmenter ses salaires. C'est le pays qui a une difficulté qui va devoir couper ses salaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une lutte entre pays,
une concurrence entre pays, c'est, il faut se le dire, c'est aussi une compétition entre le capital et le travail. Il faut qu'on se dise, l'homme de gauche qui est à moi ici, un peu clandestin, va sortir, qu'en effet, l'Union européenne est un projet fait à image et ressemblance du capital. Parce que lorsque tu te donnes des règles économiques où tout ajustement macroéconomique se décharge sur les salaires, et en plus sur les salaires à la baisse, il est clair que tu es en train de travailler pour le capital. Il faut aussi penser que au début de mon activité, j'avais beaucoup de difficultés, on m'insultait même quand je le disais, mais non, ce sont les Allemands qui les disent eux-mêmes, donc on peut le dire. Ce système s'est fragilisé, donc on a une certaine attitude dans ce moment de grande responsabilité européenne qui serait ce projet. En effet, on a toujours la tendance à donner la faute aux autres. Donc on dit, c'est la faute aux Américains qui ont eu une crise financière et nous en souffrons. Oui, mais les systèmes étaient fragilisés. Fragilisés par quoi ? Fragilisés par le fait qu'avec les réformes du marché du travail, en fait, les Allemands avaient commencé cette précarisation du marché du travail et cette baisse des salaires réels qui est une, je ne veux pas dire la seule, mais qui est une des causes déterminantes de leur succès. Si le pays le plus fort baisse ses salaires, c'est-à-dire qu'il n'a pas des salaires bas par rapport aux nôtres, des salaires bas par rapport à sa productivité. S'il baisse ses salaires, tous les autres sont forcés de suivre. Alors, baisser des salaires dans un pays riche est quelque chose que les couches sociales les plus démunies peuvent supporter. Si tu vas le faire dans un pays pauvre, après, c'est la pauvreté, c'est la famine, c'est ce qu'on voit en Grèce, c'est ce qu'on voit de plus en plus en Italie, c'est nier les médicaments aux malades, c'est détruire l'école, c'est détruire l'accumulation des capitaux humains. Le modèle économique européen n'est pas viable parce qu'il est guidé par l'idée allemande que nous devons faire concurrence aux Chinois en baissant les salaires plutôt que faire une promotion de ce qui est notre excellence. Et par cela, ils sont en train de détruire notre culture pour la troisième fois, hélas, dans un siècle. C'est ça qui est important. Mais je me répète, ce serait dangereux de voir cette histoire comme Allemagne contre France, Italie contre Allemagne. C'est plutôt capital contre travail et c'est plutôt idée néoclassique, néolibérale contre idée keynésienne. Il y a deux choses qui le montrent. Si je devais décrire, comme je l'ai d'ailleurs fait, j'ai vu que ça a même été repris par certains blogueurs français, ce qui m'a beaucoup flatté d'ailleurs, si je devais décrire le projet européen, sur quel pilier il s'appuie, c'est assez évident. Il s'appuie sur les traités de Maastricht et il s'appuie sur les traités de Schengen. Et ces deux traités ont beaucoup de choses en commun dans leur structure qui expliquent pourquoi ils sont en train de faillir. Le traité de Maastricht, donc la monnaie unique, on peut l'imaginer, on peut le décrire très bien comme une expérience très poussée d'intégration financière. C'est quelque chose qui favorise la circulation des capitaux, non seulement pour acheter un café, comme disait mon collègue hollandais, mais aussi pour financer des investissements. Le traité de Schengen, c'est quelque chose qui favorise la circulation du travail. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ces deux traités? Il y a l'idée que le libre mouvement des capitaux, le libre mouvement du travail sont auto-équilibrants. Eh bien, on a vu que c'est pas vrai. C'est-à-dire, imaginez-vous, lorsqu'on est entré dans ce projet, on avait des pays du Sud qui avaient besoin d'investissement, il y avait des pays du Nord qui étaient riches. On a pensé, très bien, là, le capital va aller du nord vers le sud et le sud va se rattraper et après on sera à la même hauteur. Il y a deux choses qui ne fonctionnent pas ici. D'abord, le côté fable. Donc vous avez encore La Fontaine et vous savez très bien que c'est très difficile que le loup aide l'agneau à devenir fort comme lui pour lui faire concurrence. Là, c'est plutôt le scorpion et la grenouille. Le scorpion allemand et la grenouille européenne. Donc il y a le côté fable qui ne marche pas. Et puis il y a les côtés économiques. Les capitaux
bougent non pas par rapport à leur rareté, mais par rapport à des mouvements, des mobiles spéculatifs. Si on voit qu'un pays est en train de croître, on va y jeter de l'argent, et cet argent va faire croître le pays encore plus, alors on va y jeter encore plus d'argent, et c'est ce qui s'est passé avec la Grèce, le Portugal, en partie l'Italie. Mais cet argent, au bout d'un moment, il faudra le rendre, et là, c'est la catastrophe. Imaginez-vous maintenant Schengen, je vais vous c'est à peu près la même chose. Si dans un système économique, l'équilibre se fait par la coupe des salaires, c'est clair qu'il faudra qu'il y ait du chômage. Parce que les salariés n'acceptent pas volontiers qu'on leur coupe le salaire pour que le pays devienne plus compétitif. On a bien ciré du pays, on a une famille qu'il faut, n'est-ce pas, où il y a des dépenses à faire. Donc, ce fait, il faut révirer. Et c'est ça à quoi ça sert cette chose de gauche, qui est la loi travail ou le Jobs Act en Italie. Regardez, c'est remarquable, les réformes contre le travail sont toujours faites par des sociodémocrates et des socialistes. En Allemagne, en Italie, en France. Et je suis fier d'avoir commencé mon activité publique comme économiste sur un journal de gauche en leur disant qu'ils avaient besoin d'un boucher avec un tablier rouge, parce que l'éclaboussure de sang se voyait moins bien. Donc, vous avez aussi votre boucher. Mais bon, au bout d'un moment, la boucherie est faite, il y a du chômage. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier au chômage? Je viens de corriger un papier d'un collègue, qui ne sait pas que moi je corrigeais son papier, vous savez, les mécanismes scientifiques, où il me faisait, me portait un exemple de la Lettonie. La Lettonie, c'est magnifique. Ils ont coupé les salaires et le chômage a diminué. Pourquoi? Parce que 10% de la population s'en est allée. Vous voyez à quoi ça sert Schengen? La mobilité du travail, c'est pour que les gens qui n'ont pas du travail aillent le chercher ailleurs. Mais si ailleurs, il n'en a plus, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, après, on se bagarre. Et ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour cela que les économistes américains, déjà, mais il y a très longtemps, et les économistes anglais, déjà dans les années 70, disaient que ce projet aurait compromis la paix dans notre continent. Non pas seulement la prospérité, ce qui est bien évident. Donc voilà, ces deux piliers se basent sur une idée de marché qui se règle par eux-mêmes, donc de marché qu'ils peuvent se permettre de balayer l'État, qu'ils peuvent se permettre de balayer les souverainetés, qu'ils peuvent se permettre de balayer les assemblées législatives. Eh bien, cette idée est en train de faillir. Alors, lorsque on me posera la deuxième question, c'est-à-dire ce qu'il faut faire après, eh bien, il faudra réétablir des présides, des défenses qui doivent être appuyées sur un sentiment démocratique et la construction d'un État responsable, qui soit à même de discipliner les marchés. On l'a fait. En tant qu'homme de gauche, je vous dis, hélas, ça va vous faire trop de plaisir. Et c'est sur cette chose que je vais conclure que Mussolini avait fait une très belle loi bancaire. Hélas. On l'a réformée dans les années 90 pour obéir à l'Europe, et maintenant nos banques sont pourries. Faites très attention à l'Italie. L'Italie est un pays en danger, donc très dangereux. Voilà, si vous voulez, on en parle plus tard.